La voix de l'historien Boris Gobi, invité des matins à l'occasion de la parution de son Mai 68 des écrivains, crise politique et avant-garde littéraire au CNRS Éditions. Après la littérature, refuge de mai avec les romancières Leslie Kaplan et Nathalie Quintane, dans l'actualité des idées aujourd'hui, ce que Mai 68 fait à la pensée. On en parle avec notre invité, le philosophe Alain Badiou, auteur de quoi Sarkozy est-il le nom, à La République de Platon. C'est un philosophe à la renommée internationale, on n'a presque plus envie de vous le présenter, mais notez qu'aujourd'hui, il publie On a raison de se révolter chez Fayard, une actualité de mai 68, avec l'envie d'y revenir, lui aussi, encore une fois. Et pourquoi ? Pour en finir avec les stéréotypes de mai, parce que 68 pose une question politique, celle d'une nouvelle organisation à inventer, et parce que 68 reste un casse-tête, une énigme pour l'intellectuel engagé, parce que 68 signe la disjonction de la révolte et de la pensée. Au cœur donc de cette disjonction, bonjour à vous Alain Badiou. Bonjour. C'est le verre à moitié vidé de son optimisme ou à moitié plein de pessimisme que vous nous présentez ici dans ce court essai. Pourquoi commémorer 68 ? Vous dites qu'il y a deux mauvaises raisons et deux bonnes raisons éventuellement. Lesquelles ? Écoutez, je pense que les deux mauvaises raisons sont un peu symétriques. Il y a une première mauvaise raison qui est de le commémorer pour l'enterrer. Après tout, lorsque quelque chose devient l'enjeu d'une commémoration historique, c'est quand même qu'il est un peu tué comme événement réel. L'histoire est un peu le tombeau des événements, malgré tout. Et ça, c'est la première manière de le commémorer. Et la deuxième erreur, c'est sans doute de le commémorer sans en faire valoir la complexité, en le réduisant à une de ses composantes. En général, la composante tout de même la plus inoffensive à distance, c'est-à-dire le mouvement, la révolte contre l'état des mœurs, la libération sexuelle, une effervescence comme ça qui, au fond, avait comme caractéristique d'être moderne ou de nous faire entrer dans la modernité. Alors, je pense que mai comme parangon de la modernité ou mai comme événement oublié, c'est les deux façons, malgré tout, de le rendre inoffensif. Voilà. Raison pour laquelle les sondages indiquent que mai 68 est maintenant considéré par une très large majorité comme un événement extraordinaire. Un agréable sans qu'on souvenir sache pour les exactement Français. pourquoi, à vrai dire. C'est ce qui explique pour vous que l'Élysée, Emmanuel Macron, ait eu tant de mal à commémorer cet événement. L'envie y était. Et puis finalement, il y a eu marche arrière parce que comment commémorer un événement qui est quand même un signe ou un symbole de la contestation, voire de la révolution pour un pouvoir en place aujourd'hui ? Ça, je crois que c'est extrêmement difficile. Je veux dire, macroniser mai 68, c'est une opération extrêmement délicate, je pense. Encore que d'une certaine manière, on pourrait montrer que, non pas du tout que Macron est une descendance de mai 68, mais qu'il est un produit de la réaction qui a suivi mai 68, qui a commencé en vérité, disons, qui a commencé réellement à la fin de la période proprement de gauche de Mitterrand, c'est-à-dire à partir des années 83-84, s'engage quand même un processus de normalisation, d'intégration de la France dans le capitalisme mondialisé, etc. Donc en réalité, une contre-révolution, quelque chose comme ça. Sarkozy lui-même avait dit qu'il fallait en finir avec mai 68, c'est une formule qui était intéressante, et je crois que, de fait, il y a une contradiction entre la figure politique dominante aujourd'hui et la commémoration de mai 68. Enfin, il y a un hiatus assez frappant. Elle est là, l'actualité de mai 68, pour reprendre le sous-titre de cet ouvrage ? Alors, je pense que l'actualité de mai 68, elle résulte d'une leçon qui n'est pas trop explorée, malgré tout, à propos de mai 68. C'était la tentative d'inventer une autre pratique politique. Une pratique politique qui, d'une certaine façon, n'était plus centrée sur la représentation, centrée sur le pouvoir d'État, mais qui cherchait des figures d'organisation et de décision qui soient plus proches de la population elle-même, qui soient plus proches, alors à l'époque, qui soient plus proches des décisions ouvrières dans les usines, qui soient plus proches des principes qui avaient été appelés, entre autres choses, d'autogestion, qui soient aussi plus proches, d'une certaine façon, de la délibération collective que de la délégation du pouvoir à un groupe de professionnels.
Je pense que c'était ça, la recherche la plus essentielle, qui s'est déployée d'ailleurs, non pas seulement pendant mai 68, ni même principalement pendant mai 68, mais plutôt pendant, disons, la grosse dizaine d'années qui a suivi. Mm. Et tandis qu'il y a autant de 68 arts, comme on dit, et comme l'évoquait à l'instant Boris Gobi en introduction de cette émission, qui ont, comme on dit, retourné leur veste, vous dites on peut encore faire quelque chose de mai 68 aujourd'hui. Ce n'est pas la politique que vous appelez à réinventer, mais c'est vraiment le communisme. Délivrer le monde de la loi du profit, sans quoi aucun projet émancipateur ne peut advenir. Voilà les questions qu'on doit interroger. Avant de laisser la parole à Antoine Mercier, une petite chose sur la démarche de ce court essai, puisque vous avez choisi, Alain Badiou, de poser la question de ce que mai 68 fait à la pensée. Avec optimisme, vous avez donc entrepris de faire de mai 68 un événement qu'on peut réinterpréter aujourd'hui. Mais vous dites qu'il faut soulever plusieurs hypothèses, ne pas s'aventurer à lui donner un sens unique, au risque de tomber dans une impasse. En quoi mai 68 reste pour vous un événement complexe ? Bien, je crois que c'est la thèse que je soutiens, que je décris dans le livre. Je crois que mai 68 a désigné plusieurs processus enchevêtrés qui n'avaient pas de raison majeure d'être liés les uns aux autres et qui même se sont souvent contredits. Entre la révolte étudiante et plus généralement la révolte de la jeunesse d'un côté et la grève générale ouvrière de l'autre, il n'y avait pas de rapport de familiarité très grand. En réalité, on peut même penser que largement le Parti communiste et la CGT, qui le gouvernaient à l'époque de façon très stricte, ont interprété cet événement comme un empiètement sur leur territoire, et ont en fait largement organisé la voie des négociations et de la fin de la mobilisation. Et c'est eux qui ont inventé la catégorie de gauchistes pour désigner quand même une grande partie du mouvement et le combattre. Par ailleurs, il y avait un mai 68 qui était pas réellement politique, qui était un soulèvement sur la question de la libération des mœurs, sur la question de la possibilité de l'avortement, du statut des femmes, etc., etc. Et d'ailleurs, ce mai 68-là a donné lieu à de véritables réformes qui ont été généralement proposées par Giscard d'Estaing, en réalité, pour l'essentiel, ce qui prouve qu'elle n'avait pas un contenu de gauche extrêmement affirmé. Mais qui était un jeune président dit moderne. Jeune président dit moderne, mais dont on ne pouvait pas dire qu'il était un foudre de guerre du communisme. C'était vraiment très difficile à soutenir. Et donc je pense qu'il y a eu, de ce point de vue-là, dans la descendance de mai 68, toute une série de thèmes qui ont été contradictoires les uns aux autres. C'est pourquoi je soutiens la thèse que mai 68, c'est la tresse, un peu énigmatique encore aujourd'hui, de plusieurs processus différents. Antoine Mercier. La tresse, bon, qui n'a pas encore donné vraiment de résultats, peut-être qu'elle s'est dissoute dans l'histoire. Vous-même, Alain Badiou, finalement, dites-nous comment vous avez vécu ces événements et est-ce que vous y projetiez ce que vous y voyez aujourd'hui, en partie ? Je crois, non, vous savez, quand on est dans le feu de l'événement, il est très difficile d'y voir clair sur sa signification véritable. C'est même une des caractéristiques de l'événement. Enfin, philosophiquement, j'ai reconstruit la catégorie d'événement, sous la leçon de mai 68 d'ailleurs, en indiquant les raisons pour lesquelles, en définitive, la stabilisation de l'événement lui-même est discernable dans ses conséquences, et non pas tellement dans son immédiateté, qui est toujours confuse et opaque. En plus, on répond à la demande de l'événement ou on n'y répond pas. Pas oublier qu'une grande majorité de la population française s'est déclarée en juin hostile à mai 68. C'est une chose qu'on ne met pas en avant dans la célébration. En réalité, le vote de juin 68 a été un des plus réactionnaires de notre histoire, à vrai dire, de réaction contre l'événement, de refus de l'événement. Et donc l'événement se clarifie peu à peu, ou en tout cas on lui donne un sens qui finalement va garantir sa vie proprement événementielle, sinon il va tomber dans l'histoire. Mais vous n'avez pas eu le parcours classique des post-68 arts qui aurait, enfin si, peut-être vous avez malgré tout accédé à une certaine position sociale, mais pas de la même façon que beaucoup de gens dont on dit qu'ils ont propriété de 68, qui sont le produit de 68, qui sont intégrés dans cette société nouvelle. Oui, je suis heureux d'ailleurs, y compris pour mon pays, d'avoir fait la démonstration qu'on pouvait acquérir ce que vous appelez une certaine position sociale en étant fidèle plutôt qu'en étant renégat. Voilà. Effectivement, il y a eu un certain nombre de renégats de 68, devenus, pour un certain nombre d'entre eux, extrêmement fameux, qui ont adopté, au fond, qui ont joué leur carte de 68 arts dans une incorporation vraiment significative et importante dans l'ordre établi lui-même. Donc ils se sont révoltés avec fureur contre l'ordre établi, mais finalement ils ont démontré ensuite que le véritable appétit était d'y trouver une place, et que pour faire cette place, ils pouvaient monnayer
mai 68 de différentes manières, y compris en s'en déclarant déçu, victime, brimé, opprimé finalement, et retrouvant dans la démocratie parlementaire et la couronne médiatique les effets véritables à leurs yeux de mai 68. Évidemment, moi je suis resté un peu... je suis resté fidèle à ma manière, je suis resté fidèle à ce que j'avais compris, moi, de mai 68, qui était une donnée particulière, à savoir, en réalité, la possibilité d'une politique qui mettrait directement en contact les intellectuels avec les groupes sociaux intéressés à la transformation, qui ne sont pas exactement les intellectuels. Pour autant, Alain Badiou, vous n'êtes pas resté scotché, comme dit cette jeunesse à laquelle vous vous adressez, à mai 68. Vous êtes né en 37 à Rabat au Maroc. Le jeune homme de 30 ans à l'époque qui a vécu mai 68 en a sûrement appris des choses, mais qu'en a-t-il retenu ? Je pense que ce que j'en ai retenu, c'est de l'ordre du possible. C'est-à-dire, c'est l'idée que on peut avoir des positions affirmatives et des pratiques, les deux, qui sont telles qu'elles proposent, qu'elles témoignent de la possibilité et de la nécessité de l'existence d'une autre voie que la voie dominante. Voilà. Autrement dit, je pense que la clé de la politique, c'est quand le phénomène de l'existence de deux possibilités irréductibles l'une à l'autre est établi. Sinon, on est dans la gestion. Tout le monde est d'accord en réalité sur qu'il n'y a qu'une seule voie et on la gère le mieux possible. C'est le contraire du en même temps, finalement. Absolument, absolument. Et si on veut distinguer la politique de la gestion, qui est à mon avis le propos quand même d'existence véritable et créatrice de la politique, alors on doit pouvoir trouver les moyens de faire vivre, autant que faire se peut, cette possibilité qui est deux voies. En réalité, on sait très bien que la propagande du monde dominant aujourd'hui, c'est de nous enseigner qu'il n'y a qu'une seule voie. C'est Thatcher qui a inventé ce mot d'ordre. Pas d'autre solution, disait-elle et répétait-elle. Elle a été suivie par tout le monde. En réalité, et les renégats de mai 68 ont joué leur rôle important dans cette orientation, en disant non, tout ça est impossible. Voyez Staline, les camps, voyez tout ça, voyez les horreurs de la révolution culturelle. Et au nom de l'échec ou du fiasco du communisme étatique issu de la révolution de 17, ils ont déclaré que cette orientation en général était impossible. Moi, ce que j'ai retenu de mai 68, c'est qu'à petite échelle, dans des rapports précis avec des groupes ouvriers, avec les nouvelles compositions prolétariennes venues des pays étrangers, etc., on pouvait maintenir pratiquement et théoriquement l'hypothèse d'une autre voie. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il serait stérile de refaire ou de vouloir refaire mai 68. La question aujourd'hui, c'est comment réinterpréter, réactualiser l'esprit de la révolte qui a pu souffler à ce moment-là. Vous parlez de ces 3 mai 68 étudiants, celui de la Grande Grève ouvrière et le mai 68 libertaire que vous décrivez dans cet essai, On a raison de se révolter. Vous vous intéressez plutôt à ce mai composite, ce mai 68 qui interroge le lien nouveau qui s'est constitué là entre l'intellectuel et le peuple. Si mai 68 signe pour vous, Alain Badiou, la fin d'une vieille conception de la politique, est-ce qu'il signe aussi les prémices de la démocratie actuelle ? Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est une interprétation qui a d'ailleurs été donnée assez fréquemment de mai 68. Je pense à c'est un peu la manière dont s'y rapporte Régis Debray, par exemple. C'est-à-dire que mai 68 aurait été bien plus tôt le porteur d'une modernisation de l'ordre établi lui-même que la volonté de sa transformation. Tout n'est pas faux là-dedans, à partir du moment où on voit en effet le caractère composite de mai 68. Si on prend le mai ouvrier, paradoxalement, il entre en dialectique avec ce qui s'est passé ensuite, qui a été en réalité la désindustrialisation massive de la France. Les grandes citadelles ouvrières dans lesquelles nous essayons d'entrer en mai 68 ont toutes été détruites depuis. Il n'y a plus Renault-Billancourt, il n'y a plus les grandes usines de Chibi. Si vous prenez la périphérie parisienne, elle a entièrement changé de fonction et de visage. Et donc, le monde a changé, et c'est vrai qu'il a changé dans une direction qui est quand même celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a un mai 68 qui, en effet, de façon ambiguë et contradictoire, a préparé quelque chose de l'ordre dominant. Et puis il y a
un autre mai 68, celui dont je parle, qui a été diagonal à tout ça, qui n'a pas été exclusivement greffé sur les usines ou exclusivement greffé sur la transformation des mœurs ou complètement réduit aux universités en grève, un mai 68 diagonal, si je puis dire, dans lequel on peut trouver finalement la grande question, c'est-à-dire est-ce qu'une autre configuration de ce qu'est la politique, eu égard à la situation telle qu'elle est possible. Alors justement, Régis Debray, qu'on recevait à votre place lundi, autour de cette grande table, nous disait « la politique est morte. Nous ne décidons plus en fonction de la pensée, mais en fonction des chiffres. Nous vivons dans le présentisme du chiffre. » Vous qui interrogez dans On a raison de se révolter ce lien entre mai 68 et la pensée, entre le politique et entre la révolte et la pensée, est-ce que vous dites la politique est morte ou est-ce qu'il y a quand même un sens véritable de la politique, la vraie, que l'on peut aller rechercher aujourd'hui encore, tenter de retrouver? Absolument. Je suis hostile à la thèse selon laquelle la position qu'il faudrait adopter eu égard à l'ordre établi dans son ensemble est que la politique est impossible ou qu'elle est morte. C'est une thèse qui existe dans certaines composantes des mouvements contemporains. À bas la politique. Ou même de considérer que la politique, c'est toujours le moyen de détruire la vie réelle qui se donne dans le mouvement. Et il y a une tendance aujourd'hui, chez certains jeunes, je les fréquente et je les comprends, qui fait que c'est la catégorie de la vie, de nos vies, de la possibilité de la vie, qui vient se substituer en réalité à la figure de l'organisation de la politique. Vous trouvez ça chez les zadistes, vous trouvez ça dans de nombreux courants rebelles aujourd'hui. Et je pense que c'est une conséquence qu'on peut interpréter, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que ce qu'il faut retenir de mai 68, c'est que une autre politique est possible, mais le problème étant que la situation contemporaine est complètement modifiée par rapport à la situation globale de mai 68. Ça, c'est un point qu'il faut quand même examiner de près. Les grands paramètres de mai 68, c'était le plein emploi, une minorité étudiante extrêmement minoritaire, qui représentait à peine 10% d'une classe d'âge. C'était le fait que la France était encore une puissance qui comptait sur la scène internationale. Le capitalisme avait encore des supports nationaux extrêmement importants. L'étendue des nationalisations, y compris en 80, l'a montré. Et il y avait une espèce d'imprégnation moyenne d'une culture marxiste ordinaire qui pénétrait en réalité toute l'intelligentsia et toute la population finalement. Tous ces facteurs ont disparu, ils sont tous détruits. Et donc, il est vrai que ce que je soutiens, c'est une fidélité paradoxale, une fidélité poussée à l'extrême d'elle-même, puisqu'elle doit tirer les leçons de mai 68, à savoir la possibilité d'une politique entièrement différente et d'une politique réellement égalitaire et anticapitaliste dans des conditions qui sont des conditions objectives qui sont complètement transformées. Et c'est pour ça que répéter mai 68, refaire un mai 68, comme disent certains anarchistes, on va se refaire un mai, ça je crois que c'est quand même pas très intéressant. Est-ce que c'est pas l'individualisme quand même qui a été finalement vainqueur de cette révolte-là, y compris sur le mode de la libération des mœurs, etc., la libération personnelle, sur le côté positif? Absolument. Je pense que le 3e mai 68, que j'appelle le mai libertaire, a favorisé, en effet, est allé dans le sens d'une récupération de l'individualisme comme idéologie spontanée du capitalisme lui-même. On parle de néolibéralisme, mais le libéralisme contemporain n'est pas néo du tout. C'est l'idéologie primitive du capitalisme depuis le début, qui met l'individu au centre de tout, et qui met au centre de tout la concurrence entre les individus. Et une partie de l'intelligentsia issue de 68 a joué ce jeu. Elle a joué le jeu de la promotion de l'individualisme, elle a forgé la catégorie de totalitarisme, dont finalement le seul sens est que ça ne respecte pas l'individu. Elle a donc fait tout un dispositif théorique qui a remis l'individu au centre de la détermination politique, et ce faisant, naturellement, elle a contribué à la situation que nous connaissons. Quand on est un groupe, on peut devenir des individus, mais quand on est des individus, est-ce qu'on peut revenir à ce statut-là que vous appelez de vos voeux politiques, de faire quelque chose qui dépasse la volonté des gens, finalement? Bien sûr, ça, vous avez raison de poser la question, mais ce que je crois, moi, c'est que la notion d'individu est une notion tout à fait obscure, parce que si on la regarde de près, on s'aperçoit qu'aucun individu n'est en état de déchiffrer sa propre existence sans la médiation de l'autre, et finalement sans la médiation des autres.
L'individu, je regrette, il parle une langue, c'est pas lui qui l'a inventée, il est dans une société, c'est pas lui qui l'a créée, et il tombe amoureux de quelqu'un, c'est pas lui qui l'a choisi, etc., etc. Et donc, l'individu, se dilate nécessairement dans sa propre existence. Sauf que la notion de l'atome individuel et des atomes individuels consommateurs, salariés et concurrents, qui est quand même la vision générale du libéralisme, je la crois fausse, tout simplement. C'est une idéologie. Et il faut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, et la politique doit aussi servir à ça. On recevait dans la première partie de l'émission la romancière et écrivaine Nathalie Quintane. Parmi les idées fortes pour elle de Nuit debout, a clairement émergé celle d'une citoyenneté qui ne peut se résumer au vote. Elle en parle en ces mots, puisque vous parlez de langue et de langage, Alain Badiou. Le vote n'est pas pauvre en soi, il n'est pas bête ni désespérant en soi, il est pauvre, bête et désespérant parce qu'il a été dépouillé de tout le reste. La parole politique n'est pas pauvre en soi, elle n'est pas bête ni désespérante en soi, elle est pauvre, bête, désespérante et elle flotte parce qu'elle a été dépouillée de tout ce qui ne vise pas à la communication et à ses rectifications au cas par cas. Elle ne s'arrime à rien d'autre qu'à une efficacité immédiate, aussitôt remplacée par l'efficacité suivante et à des problèmes techniques. Si révolution il y a à faire aujourd'hui, Alain Badiou, est-ce que c'est pas une révolution du langage qu'il faudrait commencer par opérer? C'est possible. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui est dit là, parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'ordre établi en pensant que la politique qu'il propose est bête, etc. En réalité, elle a son intellectualité propre, elle représente un héritage considérable. Le libéralisme, dans son ensemble, est une doctrine qui a ses subtilités propres. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Il est frappant de voir que on peut balayer un espace qui va d'une certaine anarchie partidaire, comme c'était le cas dans la Troisième République, où les gouvernements tombèrent, ont été remplacés, etc., jusqu'à un bonapartisme renouvelé, dont Macron est la figure terminale, et que donc elle contient, cette politique, des diversités, des virtualités, qui explique aussi en partie sa durée, son succès et sa maintenance. Je pense qu'il ne faut jamais considérer que ce à quoi on s'oppose est bête ou impuissant. En réalité, si on s'y oppose, c'est au contraire qu'il a réussi à sécréter autour de lui et avec lui des figures de pensée composites, complexes, et après tout, il y a eu des grands penseurs libéraux, jusqu'à nos jours. Et donc, je crois qu'on n'est pas dans l'opposition, dans ce que j'appelle les deux voies, on n'est pas dans l'opposition entre le rien et le quelque chose, ça n'est pas vrai. On est dans l'opposition entre un dispositif cohérent, qui a sa propre puissance, ses propres appuis, et qui interpelle les individus et les sujets à sa manière à lui, de façon subtile, intéressée et continue. Et puis de l'autre, on a au contraire quelque chose d'encore tâtonnant, qui a été réduit par des échecs antérieurs et qui doit être reconstruit d'un bout à l'autre. Donc d'une certaine façon, il m'arrive souvent de considérer que dans les mouvements, on est très loin du compte quant à ce qu'il faudrait penser. Voilà. Mais peut-être parce qu'il y a une force très grande, précisément, que vous signaliez tout à l'heure dans ce mouvement, cette idéologie libérale, c'est que ça s'impose. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est pensé, voulu, c'est quelque chose auquel on doit s'adapter. C'est une puissance idéologique considérable, alors que vous opposez des velléités de transformation du monde, etc. C'est beaucoup plus difficile, si je puis dire, dans le combat idéologique, d'être dans cette position. Bien sûr, vous êtes en train de décrire la dissymétrie entre ce qui est en position de domination et ce qui ne l'est pas, malgré tout. Il est bien vrai que la grande force de l'ordre établi, c'est qu'il est établi. C'est pas pour rien que le marxisme a toujours lancé et essayé de donner sens au concept d'idéologie dominante. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que la caractéristique de l'idéologie dominante, c'est qu'elle domine. Justement. Oui, mais si vous, par exemple, ce que vous preniez était mis en œuvre, ça ne serait pas sur le mode ça s'impose, c'est sur le mode c'est un choix. Vous voyez, oui, ou est-ce que ça s'impose? Mais je pense qu'il faut passer de l'imposition. Est-ce qu'il y a un déterminisme aussi chez vous? Oui, je pense qu'il faut passer de l'imposition à la disposition. Bon, mais d'abord, on commence par la suggestion. Et vous écrivez, Alain Badiou, il nous faut le courage d'avoir une idée, une grande idée. Voilà pourquoi nous restons contemporains de mai 68. À sa manière, il a déclaré que la vie sans idée était insupportable. Qui pour la porter aujourd'hui, cette idée? Je pense que les supports de l'idée aujourd'hui on peut les décrire, et l'échelle de la description est immédiatement mondiale. Ça, je pense que l'internationalisme, qui a été le nom du mondial dès Marx,
n'est réellement accompli et véritable qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que réellement le capitalisme est mondialisé et que donc nous devons définir stratégiquement les supports possibles d'une nouvelle politique à échelle mondiale. Alors, ce qu'on voit à échelle mondiale, c'est que, et qu'on ne voit plus en France, c'est que, par exemple, il y a, en pourcentage de la population globale, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers qu'aujourd'hui. Et on peut estimer à environ 50% de la population mondiale, la population ouvrière. Mais naturellement, l'écrasante majorité de ces ouvriers sont en Chine, en Inde ou au Bangladesh. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une quantité considérable d'habitants de la planète qui sont errants. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre où ils sont, pour des tas de raisons économiques, guerrières, de pillage, etc. Et donc, j'ai proposé d'avancer la catégorie de prolétariat nomade. Et un prolétariat non. Et alors, cette question du prolétariat nomade, on sait bien que c'est la principale question qui divise les gens aujourd'hui. C'est la principale question, parce que ce sur quoi il y a quand même des tentatives de faire quelque chose qui est hétérogène à l'idéologie dominante, c'est bien à propos de ce qui est appelé les réfugiés, les migrants, etc. C'est-à-dire, au fond, cette partie du prolétariat nomade qui, comme une espèce de flot, vient frapper nos rivages. Et donc, voilà, je dirais, pour répondre exactement à votre question, le porteur possible de cette nouvelle politique, de cette nouvelle voie, c'est une combinaison entre le prolétariat nomade largement extra-européen et une intelligentsia adéquate qui est, elle, principalement européenne. Merci beaucoup, Alain Badiou. On a raison de se révolter. Votre cours est vif essai vient de paraître aux éditions Fayard.